De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, bienvenue à nos auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur RBS 91.9 pour écouter votre émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Avec nous, pour vous donner à entendre la voix du monde, la talentueuse Nabou. Bonjour Nabou. Bonjour Eric. Et à la technique, Zek, l'incontournable. Bonjour Zek. Bonjour Nabou, bonjour Eric, bonjour Strasbourg. Bonjour Strasbourg. Alors dis-moi, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Nabou? Alors, aujourd'hui nous allons parler du bien-être, de comment être bien dans sa peau, alors que la sécheresse et l'aridité du monde nous font tant de rides, que les vicissitudes de notre vie nous marquent de tant de cicatrices. Comme des aventuriers et des aventurières, nous partons à la recherche du bonheur perdu pour en prendre part. Nous en parlerons avec Christine qui accueille des personnes que la vie malmène et les accompagne vers l'acceptation de soi. Mais avant ça, je crois que tu voudrais nous parler du bonheur et comment l'idée du bonheur a été considérée de l'Antiquité jusqu'à nos jours, Eric. Alors maintenant, dans l'émission, on va parler du bien-être. Et c'est quand on est bien dans ses baskets, on est heureux. De fait, le bienheureux, c'est quelqu'un qui vit dans le bonheur. Le bonheur est quelque chose dont on parle depuis fort longtemps, depuis au moins l'Antiquité. Alors je dis au moins depuis l'Antiquité parce qu'on a vraiment commencé à écrire sur la question que dans l'Antiquité. Et je vais commencer par parler d'un des premiers qui en Occident était présenté comme un bienheureux. C'est Socrate, qui a été décrit comme un laidron, un peu porté sur l'hygiène et sur l'accumulation des richesses. Mais par contre, malgré tout, il faisait l'admiration de tous parce qu'il avait une ligne de conduite et une façon d'être qui lui était tout à fait propre. Alors il a bien sûr connu l'adversité, le malheur, mais rien ou peu de choses l'affligeaient vraiment. Enfin, d'après ce qu'on disait, hein. Il n'avait pas de quoi se payer des sandales, alors qu'importe, marcher pieds nus le met en contact avec la terre. Il épouse une femme réputée acariâtre, qui l'arrosait et le battait quand il était énervé contre lui. Alors tant mieux pour lui, ça lui permettait d'être plus souvent dehors, de rencontrer et de parler avec ses concitoyens. C'était aussi quelqu'un qui pouvait faire face à la pire des adversités et supporter les conditions les plus rudes sans défaillir. Par exemple, sous le joug d'une des pires tyrannies, on lui a demandé de chercher un homme juste pour qu'il soit injustement jugé. Socrate a refusé, et même devant une mort quasi certaine. Et au final, il a été condamné à mort, et avant de boire le poison, c'est lui qui s'amusait à rassurer ses amis en leur expliquant que de toute façon il a une vie heureuse et qu'à son grand âge de 80 ans, mourir, c'était naturel. Alors il a avalé le poison et s'est même permis une dernière ironie. Dans son dernier souffle, il demande à ce que l'on remercie Asclépios, le dieu de la santé, des remèdes médicaux et le créateur des poisons. Il était considéré comme un grand sage, connaissant le bonheur, parce qu'il savait non seulement se contenter de ce qu'il avait, mais aussi poser sur le monde et ce qui lui arrivait à lui, un regard curieux et naïf, toujours en quête de vérité. Ce qui faisait de lui un sage qui n'a cessé d'être admiré pendant des siècles. C'est sa capacité à faire le juste et à faire ce qui est bon et bien, quelles qu'en soient les conséquences pour lui. Par là, on nous montre différents visages du bonheur, simplicité, sans renier ses désirs, justice et courage, et cette capacité à accepter son destin quel qu'il soit. On le voit à notre époque, on ne mettrait pas le fait de mettre sa vie en jeu pour faire le bien comme une condition sine qua non du bonheur. Et pourtant, le premier but que s'était donné la philosophie antique, c'est d'étudier le bonheur. Défini comme un état de plénitude et de contentement qui perdure dans le temps, c'est aussi la recherche ultime de tout être humain. Toutes les autres choses que l'on essaie d'atteindre ne sont que des moyens ou des étapes qui nous approchent du bonheur. Alors il est nécessaire d'expliquer deux termes de cette définition. D'abord, la plénitude, c'est le fait de se sentir tout entier, comme quelque chose d'unifié, sans tendance ou envie contraire qui le déchire, comme par exemple toutes ces fois on a envie d'être seul pour faire le point mais que la solitude nous pèse. Chacun d'entre nous connaît des moments où nos désirs nous confrontent à nos peurs, ou d'autres des désirs contradictoires qui nous assaillent. Le contentement ensuite, c'est le moment où l'on comble un manque, où l'on répond à un désir, sachant que dans l'Antiquité, le désir, c'est la marque du manque. Par exemple, avoir soif. On a soif quand on manque d'eau, donc on désire boire de l'eau, et au moment où on boit, c'est un réel bonheur,
mais qui ne dure pas. Mais la philosophie de l'époque nous met en garde par rapport au désir. Le fait de désirer quelque chose ne dit pas forcément que ce qu'est notre manque. Et là, on risque l'erreur et se tromper, c'est nous pousser vers le malheur. Par exemple, quand on a faim, est-ce que c'est seulement parce qu'on a besoin de s'alimenter ? Rien n'est moins sûr. Il n'est pas nécessaire d'avoir faim pour désirer une part de gâteau. Et si on la prend, on risque de détourner de quelqu'un qui en avait vraiment besoin, tout en prenant le risque que ça nous retombe encore un peu plus sur le ventre. Ou ailleurs. Et pire encore, quand on cède à la gourmandise, on désire la plus grosse part, quitte à entrer en compétition féroce avec les autres. On peut alors se demander si répondre à ce désir nous comble de bonheur. Répondre à ces questions, résoudre ces problèmes a été un élément essentiel des grands courants philosophiques de l'Antiquité. Pour les stoïques, il fallait accepter son destin, car si on peut peser sur son histoire, on ne peut s'y soustraire. Il s'agit pour eux d'accepter ce qui nous arrive comme quelque chose de naturel et continuer notre chemin. Pour les épicuriens, il s'agit de prendre la mesure du plaisir et du bonheur. Par exemple, boire un peu de vin est un plaisir, ainsi que le petit état d'ivresse qui l'accompagne. Abuser du vin, c'est être malade, perdre le contrôle de son corps et de son esprit. Et être malade le lendemain encore. D'un autre côté, si on se passe de vin pendant de longues périodes, le plaisir d'en boire en sera démultiplié. Pour eux, le bonheur est une providence dont on jouit d'autant plus qu'elle est rare et disparaît à cause de sa fréquence. On le voit, un plat que l'on adore finit toujours par nous lasser, un plat qu'on adore finit toujours par nous lasser si on en mange 2 fois par jour. Pour les cyniques, il s'agit de s'exercer à faire face au malheur pour nous endurcir et supporter le pire quand il arrive. C'est une philosophie du dénuement où l'on finit par se demander pourquoi avoir une écuelle alors qu'on peut boire dans ses mains. Et puis au 5e siècle, le bonheur est redéfini par le christianisme comme quelque chose d'inatteignable de son vivant. Mais si on reste digne dans la souffrance et que l'on fait le bien, on atteindra la plénitude après la mort. La plénitude étant entendue à cette époque par les pères de l'Église exactement comme le fait de voir tous ses désirs comblés, et l'enfer comme le fait de voir ses désirs exacerbés sans pouvoir les combler. Il y a beaucoup d'autres choses qui accompagnent cette religion, mais l'essentiel, c'est dans l'atteinte du bonheur éternel. Et maintenant, nous sommes dans une époque où il me semble, on se méprend sur le bonheur, on le confond avec la richesse, le luxe ou le confort, et le fait de posséder ceci ou cela. Or, on sait depuis longtemps que pour nous vendre une télé, il faut faire naître le besoin d'une télé, créer un désir artificiel qu'il nous faut combler. Il y a des choses nouvelles qui nous ont amélioré la vie, comme la machine à laver, qui est le premier pas de la libération de la femme des tâches domestiques, c'est-à-dire à peu près 15 heures de travail en moins par semaine, ce n'est pas rien. Ou le réfrigérateur qui a sauvé plus de vies que la pénicilline ou en rallongeant la pérennité de nos aliments. En se passant du fumage et du salage, qui était une des plus grandes causes de cancer à l'époque. Par contre, il y a tant de choses qui paraissent nécessaires, mais qui empêchent d'accéder à des plaisirs plus grands, mais qui nécessitent un peu plus d'efforts. Il est facile de consommer de la télé, mais on n'accomplit rien. Par contre, écrire une chronique, ça demande du temps, un certain savoir-faire, mais le plaisir est toujours là quand on donne à partager ce que l'on a avec les auditeurs et les auditrices et celles et ceux qui partagent le temps au micro avec moi. Merci Eric. Comme quoi il y a des histoires heureuses et une histoire du bonheur. Alors, avant de nous entretenir avec Christine, nous allons faire une petite pause musicale. Qui va-t-on écouter, Eric? Alors, pour parler du bonheur, je vous propose d'écouter le plus grand jazzman que je connaisse et qui est une femme, Nina Simone. Elle a écrit, interprété tant de merveilles et nous explique à quel point elle se sent bien. Alors, on va écouter Feel Good de Nina Simone. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs sur la RBS 91.9. Nous sommes actuellement en présence de Marie-Christine qui fait du coaching en orientation professionnelle et de vie. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditrices et auditeurs, s'il vous plaît? Oui, donc moi je m'appelle Christine, sans le mari, mais Christine tout court. Écoutez, j'accompagne les jeunes au niveau de l'insertion socio-professionnelle et à côté, j'essaye d'aider les gens à être heureux, d'où l'émission d'aujourd'hui.
en les accompagnant sur la connaissance de soi, sur leur potentiel et sur les aider à franchir des limites peut-être pour ne plus subir leur vie mais la vivre pleinement. D'accord. Voilà. Du coup, moi, je me posais une question, c'est à quel moment de votre vie vous avez eu besoin de faire appel au développement personnel? Eh bien, parce que la vie réserve pas que des belles choses, malgré tout. Très honnêtement, suite au décès de mes parents et de mon dépôt de bilan, donc un bon tsunami dans ma vie, qui m'a fait comprendre que effectivement, je pouvais pas rester bancale le restant de mes jours, mais qu'il fallait peut-être que j'apprenne à mieux me connaître et à trouver les ressources en moi pour continuer à avancer. Et quelles sont les approches que vous mettez en œuvre ou quelles sont les approches que vous connaissez? Alors, j'ai démarré avec un stage entre autres sur l'intuition qui englobait énormément de pratiques puisqu'il y avait autant la PNL, de la danse-thérapie, du coaching, de la méditation, etc. Et aujourd'hui, je me suis formée ce que j'appelle au coaching de conscience, c'est-à-dire permettre à travers des exercices d'avoir des prises de conscience et surtout grâce à ces prises de conscience, rentrer dans une action pour atteindre un mieux-être. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres approches dont vous avez entendu parler? Oh, il y en a existent? beaucoup. D'accord. Je pense que c'est tout au long de son chemin de vie finalement qu'on va rencontrer telle ou telle approche, que ça soit effectivement des thérapies brèves qui peuvent être effectivement, on entend parler de l'EMDR, de l'hypnose ou autre. Oui. Que effectivement le coaching ou encore du tambour, le cercle de pardon, toutes ces choses qui sont actuellement effectivement proposées pour aller mieux. D'accord. C'est quoi exactement le développement personnel? Alors, qu'est-ce que c'est le développement personnel? J'aurais une image. Je trouve que on a tendance à un moment peut-être dans sa vie à voir sa vie à travers une lucarne, avec les côtés les plus sombres, alors que le développement personnel permet d'ouvrir son horizon et de regarder effectivement tout ce qui est lumineux autour de nous. Lumineux, c'est-à-dire? Eh bien que on peut toujours se plaindre de ce qu'on n'a pas, mais regardons déjà tout ce qu'on a. Un peu l'ensemble quoi. Absolument. Y a-t-il une typologie particulière de personnes que vous accompagnez ou suivez dans votre démarche? Non. Je pense c'est les accidents ou les interrogations de la vie qui amènent les gens à venir me rencontrer. Ça peut être pour réaliser un rêve, entre parenthèses, pour changer de métier suite à un divorce, etc. En tous les cas, on a tous nos ressources et c'est à travers généralement différents exercices qu'on arrive à les reconnecter et à les refaire vivre. D'accord. Quelles sont les approches que vous avez choisies pour la méthode de développement personnel? Alors, j'ai, on va dire, touché à pas mal d'approches, puisque comme je disais, selon en fait ce qu'on traverse dans la vie, on va aller s'approcher de telle ou telle méthode. Moi, j'ai démarré donc avec l'intuition. Ensuite, j'ai fait de la kinésiologie. Ensuite, j'ai fait pas mal de stages. Les stages sont des moments très très particuliers puisqu'il y a une ambiance de groupe et tout, donc il fait avancer encore plus vite qu'une thérapie plus personnelle. Et puis après ça a été effectivement la rencontre avec ce coaching qui fait qu'aujourd'hui non seulement ça m'a fait changer de métier, mais en plus ça me fait permettre de développer une deuxième activité. Et du coup les techniques que vous avez abordées là, dont vous avez parlé, quelles sont les particularités de ces techniques là? Alors l'avantage de ces techniques, c'est que c'est relativement court, puisque par exemple en coaching, on est entre 6 et 7 séances, dont une par mois, et on obtient vraiment des résultats intéressants. Si on regarde d'autres approches, là je suis en train de découvrir le neurofeedback aussi, qui est une approche pour permettre justement aux gens qui sont énormément dans le mental de s'en libérer. C'est pareil, c'est des approches qui vont permettre d'aller assez vite bien. C'est surtout ça. D'accord. Quelles sont les formations, stages ou enseignements que vous avez suivis pour accompagner ces personnes? Eh bien, une formation justement de coach, plus
d'autres formations effectivement qui permettent de peaufiner finalement son accompagnement. Le coaching, on peut l'apprendre avec des outils, on va utiliser tous le même outil, mais c'est quand même finalement notre histoire de vie, les approches qu'on rajoute qui font qu'on a un accompagnement spécifique. Ouais, mais moi je suis un peu curieux là. Une démarche autour de l'intuition, ça fonctionne comment exactement? Par exemple, j'ai pas compris la question. Là, vous avez parlé d'une démarche autour de l'intuition, de l'intuition. L'intuition. Ah, l'intuition, pardon, excusez-moi. L'intuition, on a tous effectivement de l'intuition, mais souvent on l'écoute pas. C'est-à-dire qu'on va se dire non, il faudrait peut-être pas que je dise ça, et pourtant on va le dire, et finalement ça va pas aller. Alors que si on s'écoute et qu'on est effectivement dans ce qui est juste pour nous, on se rend compte que les choses marchent beaucoup mieux. Et moi, l'intuition aujourd'hui m'aide énormément à orienter finalement la personne que je vais accompagner vers les points où il faut qu'elle travaille. D'accord. Alors, l'intuition, c'est plutôt la tête ou le cœur? Le cœur. D'accord. Il faut écouter son cœur. Il faut écouter son cœur et surtout fermer les oreilles de tout ce qu'on nous dit. Ça marche. Ok. Alors, avant que nous rejoignent Joséphine et Julia, qui sont également des personnes que vous avez suivies. Oui. On va faire peut-être une petite pause musicale. Eric? Donc après le jazz, je me suis dit le blues ça pourrait bien suivre. Alors avec un groupe qui flaire bon la vie de palais, Taj Mahal, qui nous interprète Don't Change My Way of Living, ce qui se traduit littéralement par c'est fait, j'ai changé ma façon de vivre. Donc Taj Mahal, Don't Change My Way of Living. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. Donc Joséphine et Julia nous ont rejoints dans le studio. Du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, moi c'est Joséphine j'ai... Comment? J'ai dit Joséphine Ange Gardien. Alors celle-là, si on me l'a pas faite 1000 fois, on me l'a jamais faite. Mais tu as raison, parce que quelquefois, je suis l'ange gardien. Tu as raison. Vaut mieux ça que d'être impératrice. Oui, elle a mal fini en fait. Hein. Elle a mal fini, elle. Et moi, j'aurais pu mal finir aussi si j'avais pas découvert plein de choses dans le développement personnel. Et si je m'étais pas intéressée un petit peu à moi, en réalité, j'aurais pu mal finir aussi. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je cherche à partager en fait tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a fait moi avancer. Je cherche à le faire partager aux gens que je rencontre, que je côtoie. Donc voilà, on va en parler, j'imagine, un peu plus tard dans l'émission. Ouais. Et Julia? Alors moi, je me présente, je m'appelle Julia, j'ai 2 enfants, je suis éducatrice. Je me suis également toujours intéressée aux méthodes et aux techniques concernant le développement personnel pour apprendre à mieux me connaître, à pouvoir aussi aider les autres, les personnes que j'encadrais dans mon travail. Mais c'est vrai que je me suis toujours posé des questions par rapport à ma vie aussi, pourquoi je reproduisais toujours les mêmes schémas dans mes relations. Et voilà, et depuis toujours, j'étais toute petite, une personne très anxieuse. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis renseignée sur les différentes thérapies qui existaient dans le développement personnel. D'accord. Alors, une question peut-être pour toutes les deux. À quel moment de votre vie avez-vous eu besoin de faire appel au développement personnel? Alors moi, c'était il y a 15 ans maintenant. J'avais fait un premier burn-out sans savoir ce que c'était. Et puis, c'est passé comme ça, en fait. Et puis, 3 ans après, j'en ai refait un deuxième. Et là, je me suis vraiment inquiétée. Mon médecin, d'ailleurs, s'est inquiété en premier. Et il m'a envoyé voir un psy. Et j'ai intégré beaucoup de choses dans ma tête suite à cette analyse. Mais mon corps, pas. Parce que lui se rebellait encore. Et j'allais dire totalement par hasard. Mais non, parce que le hasard n'existe pas. J'ai rencontré un magnétiseur
Et ce magnétiseur en 3 séances, m'a enlevé mon mal de dos avec lequel je vivais depuis 1 an tous les jours du matin au soir et du soir au matin. Et là, je me suis vraiment interrogée en fait de comment, pourquoi et qu'est-ce qu'on se trimballait finalement, parce qu'on se trimballe des choses qui font que on n'est pas bien dans sa tête et on n'est pas bien dans son corps. Et puis j'ai continué en fait, parce que en fait je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était des choses qui m'intéressaient depuis toujours. Même au travers de mes lectures en étant plus jeune, je me suis interrogée pourquoi toutes ces lectures qui n'avaient a priori pas de sens au moment où je les ai eues. Et puis après j'ai découvert plein de thérapies en fait. L'hypnose, la kinésiologie, pardon, le magnétisme, le massage, le tambour chamanique et plein d'autres choses en fait qui ont fait que petit à petit j'ai appris à me connaître, mais surtout et en fait je pense que c'est par là qu'il faut commencer, on apprend à reconnaître les prémices du mal-être. Et quand on le reconnaît, on a les outils pour y faire face, parce que le mal-être, il disparaît pas. On fait tous face dans nos vies à un moment donné à quelque chose qui nous embête. Mais l'intérêt, c'est d'avoir l'outil ou la technique pour pouvoir dire, ok, je l'ai vu, je vais vivre avec et je vais faire en sorte que ça s'arrange. Ça veut pas dire que ça disparaît. Ça veut dire qu'on apprend à vivre avec. Et du coup, ça fait moins mal et ça blesse moins en fait. D'accord. Et Julia? Moi, c'est un petit peu aussi mon parcours personnel. J'ai connu un gros souci familial. Et suite à ça, j'ai commencé pour la première fois de ma vie à faire des crises d'angoisse, crises de panique. Donc, j'ai pas du tout compris de quoi il s'agissait sur le coup, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et par la suite, j'ai vu différents médecins et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je me donne le temps et les moyens pour prendre soin de moi. Parce que j'étais une maman avec 2 enfants. J'avais pas forcément de famille, j'avais pas grand monde autour de moi pour m'aider. Et j'ai bien compris que c'était moi qui devais me soigner, enfin faire attention à moi. Voilà. Et suite à ça, j'ai commencé à faire un petit peu des démarches et j'ai eu l'occasion d'avoir donc mon amie Christine que j'ai croisée à un moment important, d'ailleurs à ce moment-là, qui m'a conseillé de voir un hypnothérapeute qui habitait à Strasbourg et c'est vrai que là ça a commencé, j'ai pu commencer à faire la suite de mon parcours avec cette méthode. D'accord. Alors comment vous avez entendu parler du développement personnel? Qu'est-ce qui vous a amené sur cette voie-là? Vas-y. Ah non, je t'en prie. Je t'en prie. Justement, c'est un petit peu ce que j'étais en train de raconter, c'est que parfois c'est simplement les bonnes personnes au bon moment qu'on croise quand ça va pas, ou on a des personnes qui arrivent sur notre chemin et qui vont nous dire les bonnes choses au bon moment. Et ça a été le cas pour moi à ce moment-là. J'avais des petites notions de tout ça, mais j'avais pas forcément la bonne personne où je devais aller, je savais pas vraiment chez qui aller. Et à ce moment-là, je suis tombée sur Christine qui a pu simplement me guider. Et par la suite, je me suis lancée dans l'hypnothérapie. Enfin, j'ai été voir un hypnothérapeute, on va dire. Moi, je dirais un peu comme Julia, en fait. C'est une histoire de rencontre. Parce qu'on n'a pas... ça tombe pas du ciel un matin, en fait. Ouais. On rencontre des gens, on discute, on échange, et puis comme on s'interroge sur notre propre parcours, on va rencontrer forcément des gens qui s'interrogent aussi sur leur parcours. Et puis une rencontre après l'autre, on essaye un truc, on essaye un autre, et puis il y a des choses qui marchent, puis il y a des choses qui marchent pas parce que ça nous correspond pas. Mais voilà, c'est une histoire de rencontre en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a encouragé à faire les premiers pas, en fait Le fait que, à un moment donné, une rencontre en qui on a confiance, parce que comme c'est très très personnel comme travail, on rencontre une fois une personne à qui on fait confiance, qui nous guide. Moi, il y a une femme qui m'a sauvé la vie, mais littéralement, elle m'a sauvé la vie. C'est beaucoup d'émotions. Ouais. Je vais parler un petit peu de moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie d'essayer l'hypnose
parce que cette technique a le but d'amener le conscient et l'inconscient à travailler ensemble pour déclencher des changements. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne gère pas de façon consciente. Donc, il faut vraiment s'y intéresser, il faut vraiment se mettre dans ce... faut travailler et c'est vrai que le thérapeute, moi, m'a aidé à faire cette démarche. D'accord. Alors... Voilà, donc ça m'intéressait beaucoup en fait d'essayer de cette méthode. Oui. Et donc je me suis lancée, j'ai pris le premier rendez-vous, je me suis lancée un petit peu comme ça et voilà, et puis ça s'est bien passé. Voilà. D'accord. Ouais. Oui, avant de continuer, on va peut-être faire une petite pause musicale pour nous remettre de nos émotions en studio. Ouais. Alors, je sais plus du tout l'interprète. On laisse Zach s'en occuper. Donc voilà, Youngshan, l'amour, happiness is. C'est ça? Voilà, c'est à peu près ça. Happiness is. Le bonheur est. La joie est. Allez, on en va. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs après une petite pause musicale, on est toujours en présence de Joséphine, Julia et Christine. Du coup, une première question, c'est en quoi la méditation peut aider? En fait, elle peut aider à se poser. Parce que on n'a pas l'habitude dans nos vies effrénées d'être juste là à rien faire et à s'écouter soi-même. Donc pour une première approche, elle peut aider à canaliser et à observer en fait le flux de nos pensées, puisque notre cerveau ne s'arrête jamais. Ouais. Donc la première chose à faire, c'est on observe en fait tout ce qu'on pense. D'accord. Et rien que ça, c'est juste un énorme travail alors qu'on n'a jamais l'habitude de le faire dans nos vies. Combien de fois on se pose dans nos journées? Jamais. Ouais. Et la méditation, elle sert à ça. D'accord. Alors, une autre question qui va être beaucoup plus personnelle. Quelles sont les techniques qui vous ont permis à vous de faire face à votre mal-être, par exemple? Il y en a eu tellement, en fait. Laquelle choisir? Ouais. Non, mais s'il y en a eu tellement beaucoup, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'échecs ou? Non. En fait, dans le développement personnel, on va traiter un problème après l'autre. Une fois qu'on a commencé dans le développement personnel, on va traiter un problème, il est réglé, et ensuite, il y avait autre chose, mais qui était occulté par le premier problème. Okay. Donc le premier problème est résolu. En fait, moi j'avais une thérapeute que j'avais rencontrée qui m'avait expliqué, et je trouve l'image assez intéressante finalement. C'est comme un oignon. Plus on va enlever les pelures, et plus il y a des pelures. Et en fait, la vie, finalement, et le développement personnel, c'est une pelure. À chaque fois, on enlève une couche. Et à chaque fois, on descend un peu plus profond dans notre personnalité, dans nos problématiques, et on va régler les problèmes l'un après l'autre. Et à chaque problématique correspond une technique, plus qu'une autre finalement, où on peut garder toujours la même. Moi, je l'ai pas vécu comme ça parce que chaque technique était appropriée à la problématique que je traitais. Donc, moi, j'ai commencé par l'hypnose, le magnétisme pour le dos. Après, il y a eu l'hypnose. Après, il y a eu la kinésiologie. Après, il y a eu la méditation. Après, il y a eu les psys, parce que faut pas non plus l'oublier. De parler avec un psy, c'est quand même très important. Après, il y a eu la somatothérapie qui est le décodage émotionnel des bobos de tous les jours ou des bobos récurrents. Après, il y a eu, on s'interroge pourquoi les choses se répètent dans votre vie. Et là, en fait, la toute dernière technique que j'utilise aujourd'hui, pour laquelle je suis en train de me former, c'est le toucher. C'est le corps. Parce qu'en fait, dans le développement personnel, je pense qu'on a tous tendance à oublier le corps, le vrai, celui qui nous porte tous les jours. Et lui aussi, il stocke des trucs. Donc à chaque pas dans l'évolution, on essaye quelque chose. Du coup, j'ai une question à vous poser à toutes les trois, Joséphine, Julia et Christine. C'est comment vous sentiez-vous avant de commencer le développement personnel, pendant les séances et après les ateliers? Alors moi, avant de commencer, je savais pas, parce qu'avant je disais toujours mais pourquoi ça tombe toujours sur moi, pourquoi c'est toujours moi, et
Et au final, une fois qu'on a commencé, on se rend compte que on est co-acteur de ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on est responsable aussi. C'est pas que les autres, c'est pas que le monde. On est responsable aussi. On a une histoire et cette histoire, elle fait que on réagit de telle et telle manière. Donc et après les séances, c'est compliqué parce que on a remué beaucoup de choses. Donc et puis après on est bien en fait, on est juste bien quoi. Moi, avant la séance, c'est vrai que je ressentais un peu d'appréhension, même si j'étais quand même bien renseignée. J'avais quand même cette peur de l'inconnu, de pas savoir ce qui allait se passer. Et puis au final, ça s'est très très bien déroulé. Au début de la séance, le thérapeute a vraiment pris le temps de m'expliquer, d'essayer de comprendre ma problématique. Il m'a expliqué comment fonctionnait le conscient, l'inconscient, comment on allait travailler ensemble. Et il m'a bien expliqué comment fonctionne l'hypnose, quelles sont les règles qu'il faut suivre. Et on va dire aussi que j'ai appris grâce à l'hypnose que je pouvais aller chercher en moi les ressources nécessaires à la résolution de mon problème. C'est pas lui qui m'apporte les solutions en fait. C'est vraiment le principe de la séance, c'est de permettre au patient d'être dans un état hypnotique. Donc pour cela, le thérapeute utilise la relaxation, la parole. Il oriente le patient sur un sujet ou un souvenir positif. Et l'aide à s'exprimer sur ce sujet. Et en fait, à la fin de la séance, moi, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Donc, effectivement, j'ai senti que j'avais pu atteindre quelque chose qui était vraiment caché, enfoui. Et après la première séance, c'est vrai que j'étais un petit peu chamboulée, mais en fait, j'étais quand même très très contente d'avoir découvert cette nouvelle partie de moi-même. Et j'ai fait environ 6 séances, et c'est vrai que j'étais quand même transformée, quoi. Ça m'a vraiment aidée. Alors, comment j'étais avant, perdue, paumée, pas bien du tout. Et puis, petit à petit, c'est de se dire, effectivement, je peux pas continuer ma vie comme ça. Il y a certainement des solutions. Et c'est vrai que j'avais, comme certains, je pense, une mauvaise image du développement personnel avec ces gens qui s'embrassaient tous, qu'ils étaient beaux, qui s'aimaient, etc. Moi, j'avais un peu cette image-là. Et quand j'ai démarré, entre autres, toute la formation sur l'intuition, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout ça. C'était des gens qui étaient dans le cœur et qui étaient là comme moi, aussi perdus, et qui avaient envie de s'en sortir pour mieux se connaître. Donc, ça fait quand même pas loin de 20 ans que je suis sur un travail sur moi. Alors pas d'inquiétude, je vais bien. C'est simplement que, effectivement, comme le disait Joséphine, on enlève une première couche et on se dit ça y est, c'est gagné. Et puis non. Et il y a quelque chose qui revient un petit peu à la surface et on le règle. En tous les cas, j'encourage vraiment les gens à s'interroger sur qui ils sont, parce que quand on est bien avec soi, on est super bien avec les autres. Alors, une avant-dernière question. Comment peut-on choisir une technique qui correspond en fait? Grande question. Grande et vaste question. Il faut tester, faut tout tester. Il faut tester, ouais. Un maximum de choses. Et puis surtout, il faut écouter son cœur. Quand quelqu'un vous parle d'une thérapie, c'est d'essayer de se positionner dans son cœur, de s'écouter, comme disait Christine, faire appel à notre intuition naturelle et dire est-ce que j'ai envie? Parce que la plupart des gens, quand on parle d'intuition, ils savent pas, ils se disent tiens, mais non, en fait, c'est juste se demander est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer ça? Et si ça pétille un petit peu, si vous avez envie de sourire, tiens ouais, j'irais bien, c'est celle-là qu'il faut essayer. Qui et pourquoi vous conseilleriez pourquoi conseilleriez-vous j'y arriverai, à d'autres personnes de faire du développement personnel? À qui et pourquoi on pourrait le conseiller? À tout le monde. À tout le monde. Ça anime tout le monde. Même ceux qui se sentent bien. Pour quelle raison? C'est un plus. Mais vous en posez des questions. Parce qu'on en a besoin. Mais parce que simplement qui c'est qui disait connais-toi toi-même? Socrate. Eh ben voilà.
Eh ben, quand on se connaît En fait, soi-même, c'est pas tout à fait Socrate, c'est la Pythie à Delphes qui avait ça, c'était Voilà. affiché sur le fronton et puis ben, quand on se connaît, en fait, on avance d'un pas plus certain sur notre planète. Et puis, en fait, on est plus heureux, tout simplement, quand on se connaît. Puis on apprend à s'aimer aussi. À aimer les autres, du coup, c'est ça. Alors, merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir invités. Merci bien. Alors, tout de suite, Zeg a une petite annonce à faire avant qu'on termine Ouais, l'émission. avant de terminer, donc rebonjour à toutes et à tous. Donc pour cette émission, je vais vous parler de mon coup de cœur de cette semaine. Ça n'a rien à voir avec le bien-être, hein, c'est plutôt en mode Halloween. Donc tout d'abord, je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà vu des zombies? Non. en vrai, En vrai, j'en ai vu on va plein à dire la un télé, peu. j'en ai vu plein à la télé, puis de temps en temps dans Moi, le j'ai pas- supermarché quand ils se demandaient s'ils allaient choisir la glace à l'avenir ou au chocolat, mais En tout cas, non, c'est pas Alain Juppé, non, c'est autre chose. ah d'accord. Donc sachez que désormais, vous aurez l'occasion d'en voir en taille réelle, en réalité virtuelle. Donc cela se passe au VR Portal, la première salle de jeux d'arcade. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, en réalité virtuelle. Donc ça ressemble à quoi? Bah, vous choisissez votre jeu, vous mettez, on vous met un casque et vous vous retrouvez dans un champ de bataille, dans un monde rempli de morts vivants ou de dinosaures à affronter ou à fuir. Donc perso, moi j'ai testé, donc je peux vous assurer que c'est flippant. J'en ai profité pour jeter un coup d'œil dans les autres pièces et ça crie de partout, hein, là je vous assure. Donc apparemment ils ont prévu de sortir l'artillerie lourde en préparant des jeux hyper flippants pour Halloween, tellement flippants qu'ils sont même prêts à défier les joueurs en organisant un événement pour dimanche prochain 29 octobre, se disant prêts à offrir la partie à tous ceux qui n'auront pas peur. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'était mon coup de cœur de la semaine. Cela se passe au VR Portal de rue Ettore Bugatti à Egbolsheim. Prévoyez les couches pampers, on sait jamais. Merci à vous. À toi le micro. Alors, notre émission est bientôt finie, encore quelques secondes. N'oubliez surtout pas de liker notre page Facebook de Strasbourg d'ailleurs à l'adresse facebook.com, etc. Et rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Et tout de suite, la parole va être donnée à nos amis d'Afrique Hebdo. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS